plus le taux d'inflation est bas, moins il y a besoin d'augmenter les salaires. Parce que si on admet que l'inflation elle est haute, les salaires doivent s'ajuster. Parce que quand l'essence à la pompe, elle passe de 90 francs à 120 francs le plein, c'est ceux qui ont le moins de salaire, évidemment, le moins de revenus, qui sont les plus impactés. Sous Emmanuel Macron, les subventions aux grandes entreprises du CAC 40, elles ont plus que doublé. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et c'est des entreprises qui sont souvent très profitables et qui distribuent des dividendes avec les subventions de l'État. Aux États-Unis, comme je vous dis, on a sauvé le secteur financier de la débâcle. En Suisse, on a aussi sauvé UBS une fois et sauvé Crédit Suisse récemment une deuxième fois. Mais on ne sauve pas comme ça toutes les PME, on ne sauve pas les petits épargnants, on ne sauve pas les petits commerçants. On les laisse tomber en faillite, on les laisse s'enfiler. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie pour les laboratoires qui ont développé des vaccins? Ceux-là, ils ont reçu des milliards et des milliards d'aides étatiques. Ils n'ont pu le vendre sans aucun risque entrepreneurial. Le risque entrepreneurial a entièrement été pris par les gouvernements, l'Union européenne et tous ceux qui leur ont acheté les vaccins. Et ensuite, les milliards qu'ils ont empochés en vendant les vaccins. Qui c'est qui les a empochés? Est-ce que ça a été rendu à la collectivité? Ça a été entièrement privatisé dans les mains des actionnaires de Pfizer, de Moderna, de Gilead, de tous ceux qui ont vendu des tonnes de médicaments et de vaccins. Il y a eu 50 milliardaires qui ont été créés au niveau mondial. 50 milliardaires grâce au vaccin du Covid. Bonjour Mérad Zaki. Bonjour. C'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol pour cette interview. Vous êtes journaliste économique suisse d'origine égyptienne. Dans le passé, vous avez été la rédactrice en chef du magazine économique suisse Bilan. Vous êtes également l'autrice de plusieurs ouvrages dans lesquels vous explorez divers aspects du monde financier et économique. Et le dernier ouvrage en date, il s'agit de Désinformation économique, repérer les stratégies marketing qui embellissent les chiffres officiels. Vous considérez que votre rôle de journaliste est de servir de contrepoids critique aux grandes institutions financières. Vous ne prenez jamais les informations de ces institutions pour argent comptant, vous les remettez en question et vous considérez qu'elles feraient partie d'une guerre cognitive visant à déstabiliser les populations et à les tenir dans l'ignorance. Donc vous allez aujourd'hui nous expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à cet état des faits. À la suite d'une grande crise dans les années 30, on sait que la société occidentale a été fortement influencée par le keynésianisme qui prônait une intervention active de l'État, une régulation de l'économie par le biais de la finance. Et on sait qu'après la crise financière de 2008, le keynésianisme a été renforcé, c'est du moins l'impression que j'en ai. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que les gouvernements ont fait après 2008 concrètement ? D'abord, en introduction, vous avez parlé de guerre cognitive. Il faut séparer ça complètement de la problématique des chiffres économiques. La guerre cognitive, c'est quelque chose qui relève de l'Alliance Atlantique. C'est des documents et de la recherche qu'ils ont menée, que je source dans mon livre. Et ça, on peut parler à part. Mais restons maintenant dans le keynésianisme. Vous dites que des politiques keynésiennes ont été appliquées en 2008. D'accord. Parce que vous voyez une forte intervention de l'État pour sauver le système financier qui était en fait en échec à cause du krach des subprimes. Pour moi, on a dévoyé le keynésianisme à ce moment-là et on a aussi dévoyé le libéralisme. Pourquoi ? Parce qu'entre 2000 et 2007, quand il y a eu un boom financier sans précédent, où les marchés ont vraiment connu une hausse phénoménale, on a laissé libre cours à la finance qui était débridée à ce moment-là. Peu de régulations s'appliquaient, on faisait sauter un à un les verrous de toutes les protections des épargnants, des pauvres qui achetaient des maisons subprime avec des crédits de mauvaise qualité. On ne les protégeait pas du tout. Donc il y avait un retrait de l'État, un retrait de la réglementation. Et quand le patatras, le krach, s'est fait en 2008, là, l'État est intervenu massivement. Mais en faveur de qui ? Pour sauver les banques. Donc, ils ont fusionné des banques qui étaient en faillite, Bank of America, Merrill Lynch, elles avaient toutes les deux failli, elles avaient trop investi dans les subprimes,
Et au lieu de ça, on les récompense en les fusionnant avec l'argent du contribuable. On crée un nouveau colosse qui était Bank of America Merrill Lynch. Donc on a récompensé l'échec. Personne n'est allé en prison. Ceux qui avaient empoché des bonus les ont gardés. Et pendant ce temps, il y avait 40 millions d'Américains dans les rues parce qu'ils avaient eu leur maison expropriée, parce qu'ils avaient fait des crédits subprimes qu'ils n'avaient pas pu ensuite payer quand les taux d'intérêt sont montés. Donc, une très mauvaise politique avec une très mauvaise répartition des coûts, des bénéfices et des sanctions, que je n'appelle pas keynésienne, mais que j'appellerais un libéralisme qui a été dévoyé pour un système de privatisation des profits et de collectivisation des pertes. Vous avez certainement entendu parler de cette expression parce que tout le monde l'a compris, tout le monde l'a répété. Et ce n'est pas juste un cliché, c'est vraiment une réalité économique de notre monde d'aujourd'hui. Vous soulignez également dans nombre de vos ouvrages le fait que les chiffres économiques publiés par les gouvernements ne donnent pas la vraie mesure de la réalité économique et sociale. Vous insistez notamment sur une tendance à embellir les statistiques. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces pratiques ? Oui. Alors, on part toujours du principe que les pays qui manipulent leurs chiffres, c'est un peu des pays comme l'Afrique, l'Amérique latine, la Chine, les pays moyen-orientaux, c'est-à-dire les autres en gros. Mais nous, ici en Occident, on prétend avoir des statistiques parfaitement fiables, scientifiques presque, impeccables, y compris en Suisse. Qui mettrait en doute les statistiques suisses? Et pourtant, en réalité, les méthodes statistiques utilisées ici tendent à sous-estimer les phénomènes comme l'inflation. Par exemple, une inflation qui est importante, on va vous donner le chiffre le plus étroit pour la mesurer. Ici en Suisse, on n'inclut pas la hausse phénoménale des assurances maladie dans le chiffre de l'inflation. Or, c'est une des choses qui a le plus augmenté. On n'inclut pas non plus la hausse des prix de l'immobilier. On donne une valeur, un équivalent locatif, mais on ne prend pas le marché immobilier et on le met dans l'indice de l'inflation. On ne prend pas les actions qui augmentent beaucoup aussi. Donc, en gros, tout ce qui monte, on ne le prend pas vraiment. On pondère différentes choses. L'énergie, on lui donne un poids qui est assez bas. Les loyers, on leur donne un poids assez bas. Pour beaucoup de gens, ça représente beaucoup plus dans leur panier que l'indice d'inflation ne le suppose. Et en gros, on a des indices qui ne reflètent pas le coût de la vie et qui prétendent même pas refléter le coût de la vie, puisque c'est l'Office fédéral de la statistique lui-même qui dit il faut faire attention, on n'exprime pas vraiment le coût de la vie avec cet indice. Donc, moi, si j'achetais un steak chaque année dont le prix monte, l'indice d'inflation va supposer que je ne vais pas acheter plus cher, mais je vais aller me reporter sur un steak de moins bonne qualité dont le prix est resté stable par rapport à mon steak. Cette supposition, elle est gratuite. Si vous la discutez, on peut la contester. On peut se dire que non. Moi, si je perds en qualité, alors il faut dire que pour moi, ça s'est renchéri. Non, on ne va pas dire ça. Si j'ai un ordinateur qui arrive en fin de vie et je vais à la FNAC acheter un nouvel ordinateur et que cet ordinateur, il est plus cher parce qu'il inclut beaucoup plus de mémoire que celui que j'avais. Mais celui que j'avais, là, il n'est plus proposé à la FNAC. Alors, je vais devoir acheter le modèle plus cher parce que je n'ai pas l'autre. Eh bien, ça, ce n'est pas inclus dans l'inflation parce qu'on va dire que j'ai gagné en qualité. Et comme j'ai gagné en qualité, en fonctionnalité, avec le nouvel ordinateur, ça ne va pas être compté comme l'inflation. Or, peut-être que moi, je ne vais jamais utiliser cette mémoire supplémentaire ou ces fonctionnalités supplémentaires. Vous comprenez? Parce que moi, je n'en avais pas besoin. Moi, j'avais un autre ordinateur qui avait certaines capacités et ça m'allait très bien. Mais on m'a quelque part un peu obligé à utiliser cet ordinateur neuf, plus cher. Et on me le compte pas comme de l'inflation. Donc, toutes ces méthodes qu'on appelle les méthodes hédonistes de substitution, vous pouvez aller voir en détail dans mon livre des informations économiques, eh bien, c'est des méthodes qui finissent par minimiser l'inflation. Pourquoi on minimise des chiffres comme l'inflation ou le chômage? Parce que ça a des implications de politique économique et sociale. Par exemple, plus le taux d'inflation est bas, moins il y a besoin d'augmenter les salaires. Parce que si on admet que l'inflation elle est haute, les salaires doivent s'ajuster. Donc, socialement parlant, pour les entreprises, elles doivent dépenser beaucoup plus. Et elles ne veulent pas ça. Enfin, ce n'est pas dans l'intérêt de l'économie, si vous voulez, d'exprimer des mauvais chiffres, une inflation haute, un chômage élevé, etc. C'est de montrer les meilleurs chiffres aujourd'hui. Donc, il y a une part de marketing dans tout ça. De même, pour l'Union européenne, beaucoup de pays qui devaient rentrer dans le pacte de Maastricht
le pacte de stabilité, ont un petit peu enjolivé leurs chiffres. Et ce n'était pas que la Grèce et ce genre de pays, c'est à peu près tous les pays de l'Union européenne. Et donc, tout ça est documenté dans mon livre pour montrer que la recherche académique même s'est penchée sur ces problèmes, ces phénomènes de gestion des statistiques pour dire que c'est important, que c'est hautement politique en fait les statistiques. Ce n'est pas juste des chiffres anodins. On sait que certains régimes autoritaires ont tendance justement à parler de stabilité sociale et économique pour mieux maintenir pour avoir la main mise sur la population. C'est le cas notamment en Chine. On sait que le Parti communiste chinois a très peur de perdre le contrôle d'une population qui est en colère contre le régime et ils vont sanctionner toutes les actions qui sont jugées, je cite, déstabilisatrice pour la confiance internationale et la finance interne. Le ministère chinois de la Sécurité d'État a menacé de s'en prendre à tous ceux qui pourraient oser parler d'instabilité économique ou d'un effondrement imminent ou des personnes qui mettent leur argent à l'étranger par peur d'un régime qui s'effondre. Est-ce que vous pensez que les pratiques occidentales que vous venez d'évoquer, de manipulation des chiffres, pourraient ressembler un peu à cette façon de faire en Chine? Est-ce que l'objectif c'est le même, le contrôle des populations? Alors, je vais d'abord répondre à ce que vous dites par rapport à la stabilité interne en Chine. Moi, en tant que journaliste économique basé à l'étranger hors de Chine, je peux témoigner que les 20 dernières années, la presse anglo-saxonne a prédit un krach en Chine, non-stop. Krach immobilier, krach bancaire, krach de l'ensemble de l'économie, etc., etc. Alors, ça, on appelle ça ici du China bashing, et il y a une partie de ça qui est réelle. Certainement qu'à l'interne en Chine, il y a une partie qui est excessivement autoritaire, mais il faut quand même que je dise qu'il y a une guerre économique entre les places financières et que les places anglo-saxonnes, elles donnent une image de la Chine comme quoi elle est tout le temps au bord d'un krach. Et alors que c'est un pays qui a quand même 3 000 milliards de réserves, tandis qu'on a ici des pays occidentaux qui ont des dettes qui sont surendettés. Donc il ne faut pas croire tout ce qui est dit dans la presse. Il faut aussi voir qu'il y a beaucoup intérêt à répandre des rumeurs. Chaque pays est en guerre économique contre les autres, il va répandre des rumeurs. Et donc, il faut vérifier avec plein de sources différentes. C'est comme quand je vous dis que s'il y a un indicateur qui dit que la Russie est en voie d'effondrement, il faut regarder son PIB, mais aussi le taux d'alcoolisme, le taux de suicide, le taux de mortalité infantile, etc. Et vous découvrez quoi quand vous regardez ça? Que sur ces paramètres-là, par exemple, les États-Unis se portent quasiment moins bien aujourd'hui, les tendances sur le taux de suicide, le taux de mortalité infantile ou le taux d'alcoolisme. Et donc, il faut vérifier beaucoup de statistiques économiques et sociales avant de tirer une conclusion sur un pays. La deuxième partie de la question sur est-ce que chez nous, ici, on est un petit peu en train d'essayer de faire la même chose. Oui, ici, on est en train d'essayer de montrer que tout va bien pour que les investisseurs internationaux achètent la dette américaine, par exemple les États-Unis. Il est très important pour eux que les investisseurs achètent leur dette, que la Chine continue d'acheter les obligations américaines, que l'Arabie saoudite aussi, que le Japon, parce que les États-Unis ont besoin d'émettre énormément de dettes, sinon ils vont être en faillite. Donc pour ça, ils doivent montrer une bonne image. Donc la tentation, évidemment, est forte de ne montrer que des bons chiffres et de faire beaucoup de marketing. Est-ce qu'avant qu'on passe à la suite, vous pourriez nous dire qui sont les grandes victimes de ces façons de faire, de cette manipulation économique? C'est d'abord le salarié, le petit salarié, parce qu'il subit l'inflation de plein fouet. Si je vous donne un taux moyen de 2% d'inflation, il ne veut rien dire. Parce que pour quelqu'un de beaucoup plus riche, ce taux de 2%, il est beaucoup plus bas. Il est peut-être de 1%. Pour quelqu'un de plus pauvre, ce taux il est peut-être de 5% en fait. Donc une moyenne, ça ne veut rien dire. Mais en gros, c'est les pauvres qui subissent le plus le renchérissement. Parce que quand l'essence à la pompe, elle passe de 90 francs à 120 francs le plein, c'est ceux qui ont le moins de salaire, évidemment, le moins de revenus, qui sont les plus impactés. Et donc, comme ils subissent beaucoup plus l'inflation, et qu'en plus, les chiffres d'inflation leur indiquent que non, que c'est quand même pas si grave, et que donc ils ne peuvent pas aller réclamer des hausses salariales, ils perdent beaucoup de pouvoir d'achat. Et ils sont tentés d'aller faire leurs achats de l'autre côté de la frontière, en France voisine, pour diminuer l'impact, quoi. Et les personnes âgées aussi, parce que celles qui sont à la retraite, eh bien, si elles voient que l'inflation est supérieure à ce qui est vraiment annoncé, elles ne peuvent pas faire grand-chose. Elles reçoivent une rente chaque mois, et cette rente, elle n'est pas indexée, parce qu'on prétend que l'inflation est beaucoup plus basse que ce qu'elle est vraiment.
Et donc, beaucoup de personnes âgées, 60% des seniors aujourd'hui, ont des problèmes pour vivre bien de leur retraite en Suisse. Un pays comme la Suisse, qui est un peu censé être le paradis des retraités, quand même. Mais ce n'est pas le cas. On va revenir un petit peu sur l'interventionnisme étatique. On a de nombreux chercheurs qui pensent que cette façon de faire, elle augmente le pouvoir de l'État, elle le renforce dans sa conviction qu'il peut manipuler l'économie. On a Friedrich Hayek, un éminent économiste et philosophe autrichien que vous connaissez bien, qui a mis en garde contre les risques d'une économie planifiée par l'État avec la redistribution des richesses comme on le voit aujourd'hui. Il disait que cette pratique, elle pourrait mener au totalitarisme, peu importe que le système soit démocratique ou non. Donc ça veut dire que le socialisme démocratique qui est appliqué aux États-Unis, en France, pourrait avoir pour conséquence les mêmes résultats que ce qu'on a vu par exemple en URSS avec un régime autoritaire. Est-ce que vous pensez que nos sociétés elles se rapprochent de ce qu'a prédit Hayek? Ça a pris une toute autre direction que je vous ai expliqué au début de cette interview. C'est quoi? C'est que l'État, en fait, il affaiblit au point qu'il est devenu un petit peu à la solde des grandes entreprises et des grandes banques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va vraiment implémenter son pouvoir de coercition seulement pour sauver l'économie privée, mais il ne va pas faire en sorte de sanctionner les gros acteurs, de prélever assez d'impôts et de redistribuer ça correctement vers la population. Donc on a un État, par exemple en France, sur les 15 dernières années, notamment sous Emmanuel Macron, les subventions aux grandes entreprises du CAC 40, elles ont doublé quasiment, elles ont plus que doublé. Elles ont plus que doublé, sans raison valable. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et c'est des entreprises qui sont souvent très profitables et qui distribuent des dividendes avec les subventions de l'État. Donc la Macronie, ça a été vraiment de favoriser les très grandes entreprises. Aux États-Unis, comme je vous dis, on a sauvé le secteur financier de la débâcle, gratuit avec l'argent public. En Suisse, on a aussi sauvé UBS une fois et sauvé Crédit Suisse récemment une deuxième fois. Mais on ne sauve pas comme ça toutes les PME, on ne sauve pas les petits épargnants, on ne sauve pas les petits commerçants. On les laisse tomber en faillite, on les laisse s'enfiler. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas du tout l'image de Hayek. Ça, c'est un logiciel complètement dépassé du siècle dernier. Le logiciel d'aujourd'hui, c'est que les États, ils vont être beaucoup plus au service des très grandes entreprises et beaucoup moins au service de l'économie, du tissu économique, des PME, des petits commerces qui souffrent aujourd'hui. Ils ferment et ils tombent en faillite à cause du décollage de l'économie en ligne. Quand Nike annonce qu'ils ne vont plus donner leurs chaussures aux détaillants ici en ville, beaucoup de détaillants sont en difficulté et Nike triomphe, ces grandes marques, elles triomphent parce qu'elles peuvent encore vendre en ligne, elles peuvent avoir leur boutique, vous voyez. Mais les commerçants de quartier, les commerçants traditionnels, les petits restaurants, les cafés, ils reçoivent peu d'aides, peu de subventions. Eux, ils vivent vraiment dans un système libéral, très libéral, où c'est chacun pour soi vraiment. D'accord ? Prenons maintenant l'exemple de la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie pour les laboratoires qui ont développé des vaccins? Ceux-là, ils ont reçu des milliards et des milliards d'aides étatiques pour développer les vaccins du Covid. D'accord ? Alors moi, j'ai suivi ça de près, j'ai donné tous les chiffres dans mes chroniques sur Blick et sur d'autres médias. Ils ont reçu des milliards d'aides étatiques. Une fois qu'ils ont développé le vaccin, ils ont pu le vendre sans aucun risque entrepreneurial. Le risque entrepreneurial a entièrement été pris par les gouvernements, l'Union européenne et tous ceux qui leur ont acheté les vaccins. D'accord ? Donc, ni ils ont mis l'argent au départ, ils n'ont pas pris le risque de départ, ils n'ont pas pris le risque à l'arrivée, donc il n'y a rien de libéral là-dedans. Et ensuite, les milliards qu'ils ont empochés en vendant les vaccins. Qui c'est qui les a empochés? Est-ce que ça a été rendu à la collectivité? Est-ce que ça a été rendu à la collectivité? Pas du tout. Ça a été entièrement privatisé dans les mains des actionnaires de Pfizer, de Moderna, de Gilead, de tous ceux qui ont vendu des tonnes de médicaments et de vaccins, et ceux qui ont fabriqué des petits fioles pour les produits des vaccins, etc. Il y a eu 50 milliardaires qui ont été créés au niveau mondial. 50 milliardaires grâce aux vaccins du Covid. Vous avez des noms ou des... Alors, les actionnaires de Moderna, les actionnaires de Pfizer, plusieurs groupes pharmaceutiques, plusieurs petites start-up qui ont
créer des petits équipements de laboratoire en lien avec le vaccin. Plusieurs familles chinoises et hommes d'affaires chinois et femmes d'affaires chinoises qui ont beaucoup produit des choses, des masques, des équipements pour la pandémie en général. C'était très très réparti sur les États-Unis et la Chine. Et je crois que Moderna, c'est allemand ou c'est des Turcs qui ont fondé Moderna. Non, c'est des actionnaires américains. Alors c'est très très concentré entre les États-Unis et la Chine. De l'argent qui a été donné publiquement pour les aider et des achats publics massifs avec des clauses qui les couvraient contre le moindre risque et ensuite une privatisation totale des bénéfices. Comment vous appelez ça? Quel système économique c'est ça? Moi, je n'ai pas de nom pour ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a un siècle, quand il y a des gens qui ont développé des vaccins contre la polio, contre la diphtérie, vous voyez ces vaccins qu'on a pris et que nos enfants ont pris, et bien ces vaccins-là, ça a été développé par des gens qui n'ont pas gagné un rond. On sait même pas qu'on leur a fait un buste peut-être à l'Institut Marie Curie, là où... Enfin, ils n'ont rien reçu, ces gens. Ils ne sont sûrement pas devenus, même pas millionnaires. Non seulement ils ne sont pas devenus milliardaires, mais même pas millionnaires, du tout. Donc, quelque chose s'est passé dans notre économie qui fait qu'on subventionne des entrepreneurs qui ne sont pas vraiment dans un régime libéral. Ils sont extrêmement aidés. Et ensuite, on laisse l'argent public qui est allé, il est allé gratuitement à sens unique. Et ensuite, c'est privatisé chez les actionnaires de ces boîtes. Et ça ne revient plus beaucoup dans le système. Et il y a beaucoup d'évasion fiscale. Donc, il n'y a pas beaucoup d'impôts, pas suffisamment d'impôts qui sont payés. L'évasion fiscale, elle augmente chaque année. Vous pouvez vérifier les chiffres. Donc, on a une redistribution vers le haut. C'est de ça que moi, je parle très souvent. Une redistribution vers le haut, un ruissellement vers le haut. Donc, on a dévoyé beaucoup la théorie économique. Je vous conseille de ne pas trop vous baser sur les anciennes théories économiques classiques parce qu'on n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui. Il faut tout revoir. C'est Thomas Piketty, par exemple, qui arrive à décrire aujourd'hui la réalité du système économique actuel ou des gens comme ça. Mais est-ce que le totalitarisme auquel faisait référence Hayek, c'est pas justement cet état où on a une élite qui s'est enrichie au profit d'une masse qui est soumise et qui, comme dans tous les régimes totalitaires, communistes en général qu'on a vu dans le passé, l'URSS notamment, où il y a eu, au nom du bien commun, finalement, une élite qui s'est enrichie et puis des populations qui ont souffert. Est-ce que c'est à ça qui fait référence? Très, très juste. Là, je suis totalement d'accord. C'est un système oligarchique où, quand il y a des crises, on pille l'argent des contribuables, ou alors on dévalue la monnaie, ce qui crée de l'inflation pour tout le monde, ce qui est une taxe pour tout le monde. Et donc, c'est toujours le public qui paye les crises, et les bénéfices, ils sont entièrement privatisés. C'est vraiment un système très oligarchique où les masses travaillent au service des actionnaires, mais elles récoltent vraiment une part infime de ces bénéfices. Ouais, tout à fait. On est dans un régime plutocratique et oligarchique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État est faible. Ça, c'est le premier postulat. Il est faible, il est hyper endetté et donc il est un petit peu dans une situation de soumission par rapport aux grandes multinationales qui ont beaucoup d'argent, qui utilisent beaucoup de lobbying, qui influencent beaucoup les réglementations. Et l'État va défendre leurs intérêts, finalement. Il va beaucoup canaliser des ressources vers ces plus grandes entreprises. Je crois que je donnais plusieurs exemples, secteur financier, secteur pharmaceutique, etc., etc. Et finalement, on vit l'inverse du libéralisme, dans le sens où c'est quoi le libéralisme? Le libéralisme, c'est j'ai le droit de gagner 50%, et le corollaire de ça, c'est que j'ai le droit de perdre 50%. Mon risque à la hausse et à la baisse, c'est le même. Et dans les deux cas, j'insiste, dans les deux cas, j'encaisse la totalité du profit ou j'assume la totalité de la perte. C'est ça le contrat libéral auquel moi je peux souscrire, par exemple. Je peux me dire libéral en ces termes-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Comme on l'a dit tout à l'heure, l'entreprise, elle va encaisser la totalité du gain. En période d'euphorie économique, on dit laisser les gains se faire de manière débridée. Et on ne touche pas aux entreprises qui gagnent. Allez-y, libéralisme. OK. Dès que ces gains se transforment en pertes, parce qu'en fait, ils ont été générés par des politiques ultra spéculatives, fausses, exagérées, abusives, non durables, ça se transforme en pertes catastrophiques. Et là, on dit « Ah non, on ne peut pas laisser les entreprises essuyer toute cette perte. Ce n'est pas possible, il faut les aider. » Donc, elles ont un plancher de protection à la baisse
et zéro plafond à la hausse. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, hein, je vous dis. Non. C'est une aberration économique totale qui signe la fin, finalement, du succès des démocraties libérales. Parce que cette incohérence, à chaque fois, elle redistribue beaucoup d'argent vers le haut. Si moi, je suis une entreprise qui, chaque fois qu'elle perd, on m'éponge, et chaque fois que je gagne, j'empoche, c'est comme si vous allez au casino, il y a un casino, et par ici, Divonne, vous allez à Divonne, d'accord, une soirée, et vous êtes devant la roulette, et vous perdez, et on vous dit non, c'est pas grave, je te rembourse. Après, vous gagnez, on dit vas-y, tu peux encaisser. Vous perdez, je te rembourse. Vas-y. Vous gagnez, vas-y, empoche. C'est n'importe quoi. Même au casino, j'ai 50% de chance de perdre et de gagner. Donc, on est pire qu'au casino, si vous voulez. J'ai toutes les chances de gagner et j'ai zéro chance de perdre. Est-ce que ça, c'est un marché? Est-ce que ça, c'est libéral? Ça, c'est juste n'importe quoi. Alors, on est très peu nombreux à le dénoncer parce que les gens, ils vont chaque fois rentrer dans le discours, mais on ne pouvait pas laisser cette crise se faire, on ne pouvait pas laisser perdre, mais il y avait trop d'emplois en jeu. Et le résultat de ça, c'est qu'on est dans une aberration, une distorsion totale du contrat libéral de base. Et c'est vrai que le socialisme vaut mieux que ça, le vrai libéralisme vaut mieux que ça. Toutes les autres solutions sont plus équitables que celle-là. Parce que celle-là, elle est vraiment d'une injustice criante et elle enlève tout mérite entrepreneurial finalement aux entreprises. Il y a même eu un livre qui est sorti qui a montré que Tesla, Google, Facebook, Apple ont énormément bénéficié d'argent étatique américain. Toutes les expérimentations de base, les vrais risques ont été pris à la base par le gouvernement américain, le Pentagone ou la DARPA, qui sont des unités spéciales qui vont beaucoup faire des expérimentations au niveau de la technologie, pour l'informatique, à destination évidemment de la défense. Mais en réalité, toutes ces recherches fondamentales avaient été faites quand même par l'État. Et donc, surtout Tesla, je crois qu'ils ont reçu 5 milliards en tout, Elon Musk, pour les différentes entreprises de son groupe. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est entrepreneurial? Est-ce que le mythe de l'entrepreneur dans son garage est valable? Non. Les États-Unis ont énormément soutenu de manière étatique toutes ces entreprises qui aujourd'hui privatisent la totalité de leurs gains et ne rendent pas grand-chose à la société. Plusieurs d'entre elles ont été accusées de payer moins de 1% de taux d'imposition. Et les fortunes privées aussi, comme Jeff Bezos, etc., ils déménagent, ils passent de la Californie au Texas, à la Floride, pour payer le moins d'impôts possible. Donc, ils payent moins d'impôts qu'une femme de ménage en pourcentage de leurs revenus, toutes ces entreprises et ces fortunes personnelles. Et donc, on est vraiment dans des cas où on ne peut plus entretenir le mythe du self-made man, de la réussite entrepreneuriale pure. Parce que celle-là, elle demande une responsabilité. Prise de risque. Bien sûr. Tout ça, ce n'est pas des mythes, c'est des mythes du Far West. Ça, c'est ce qu'on a vraiment dit, ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les HEC, dans les business schools, c'est ça. Vous parlez aussi beaucoup dans vos interventions du fait que les banques, elles prêtent à taux zéro et puis elles émettent beaucoup d'argent ex nihilo. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la corrélation? Parce qu'il y a beaucoup d'experts qui disent que ces politiques monétaires agressives, elles causent l'inflation et elles sont responsables de la dévaluation monétaire. Vous pourriez expliquer un petit peu la relation entre l'émission de la monnaie et l'inflation? Alors justement, au cœur de tout ce système inégalitaire dont on a parlé, il y a les banques centrales. Les banques centrales sont celles qui favorisent le plus cette façon d'administrer l'économie aux côtés du gouvernement. Donc qu'est-ce qu'elles font? Pendant des années, les 15 dernières années, la Banque centrale américaine et à sa suite la Banque centrale européenne ont voulu vraiment stimuler les marchés financiers, aussi de manière artificielle, tout comme les gouvernements ont soutenu de manière assez artificielle les entreprises. Alors, pour stimuler les marchés financiers, les banques centrales ont mis les taux d'intérêt à 0%. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les opérateurs de marché, les traders, les spéculateurs peuvent emprunter de l'argent à 0%, ça veut dire gratuit, c'est ce qu'on appelle l'argent facile, pour spéculer avec. Donc la spéculation devient beaucoup plus forte quand les taux d'intérêt sont à zéro. Parce que même si j'ai rien, je peux emprunter $1000 et aller jouer avec au casino boursier, si vous voulez, sans intérêt, sans payer d'intérêt. Donc, la spéculation a été très très forte ces 15 dernières années à cause de ces taux d'intérêt zéro. Mais non content de mettre les taux d'intérêt aussi bas, les banques centrales ont elles-mêmes acheté des titres en bourse
ça fait double effet. C'est un effet, vous ne pouvez pas imaginer la stimulation que c'est. Donc déjà, vous encouragez tout le monde à s'endetter pour spéculer. Puis ensuite, vous-même, Banque centrale, vous fabriquez, sur la planche à billets, vous fabriquez 10 000 milliards de dollars, parce que c'est bien ça, la taille de l'injection de la Banque centrale américaine de 2008 à 2023. 10 000 milliards ont été créés pour acheter des titres sur les marchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça équivaut à des fonds d'investissement qui auraient eu 10 000 milliards à investir en plus de ceux qui sont déjà sur le marché. C'est des investisseurs en plus qui seraient arrivés et qui auraient acheté. Ça veut dire que vous créez une demande qui n'existe pas, une demande pour 10 000 milliards d'achats de titres. Et donc ça a fait monter les marchés. Une étude très sérieuse de Société Générale a estimé que les indices boursiers sont montés du double de ce qui serait monté normalement à cause de cette politique de la Banque centrale. Ça veut dire que si la Banque centrale américaine n'avait pas mis ces 10 000 milliards, les indices seraient à la moitié de leur hauteur actuelle. Plus toute la dette qui est empruntée pour spéculer par plein de gens. Donc cette hausse artificielle des marchés depuis 15 ans, elle a fait que la valeur des actions était beaucoup plus haute que ce qu'elle aurait été. Mais qui c'est qui en a profité? C'est ceux qui ont des portefeuilles d'actions. Et est-ce que c'est vous et moi? Est-ce que c'est vous et moi qui avons des portefeuilles? Vous avez un portefeuille d'actions? Non. Moi non plus. En fait, j'ai peur des actions. J'aurais pu mettre un peu parce que, voilà, j'ai peut-être une petite épargne. Hein. Mais moi, je n'ai pas investi en bourse. Mais si j'avais un portefeuille de plusieurs dizaines de millions de dollars et que j'étais dans une banque privée, c'est moi qui aurais profité de cette hausse. Mon portefeuille, il aurait doublé. Alors, combien de pourcentage de la population en Occident sont vraiment exposés au marché financier et ont profité de cette politique des banques centrales? 10%. 10% à tout casser. Donc, une politique, de nouveau, de quoi? De redistribution vers le haut. Alors, j'ai souvent des gens qui viennent avec un argument très, très cliché. Non, parce que nous, on a des caisses de pension qui ont notre épargne vieillesse qui est investie sur les marchés. Alors, bonne nouvelle. Alors, je suis allée enquêter là-dessus. Je suis allée enquêter les caisses de pension suisses ces dernières années, combien elles ont distribué concrètement. Eh bien, pas de chance. Hein. Pas de chance pour nous. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Elles n'ont pas redistribué toute cette hausse. Elles ont fait des rendements, mais chaque fois, elles ont pris l'essentiel de ces rendements pour renflouer les réserves pour vieillissement. Parce qu'à cause de l'allongement de l'espérance de vie, les caisses de pension doivent avoir de plus en plus de réserves pour continuer à payer les rentes encore très longtemps, très longtemps, très longtemps. Donc, la priorité a été donnée aux réserves pour longévité. Et ce qui restait, c'est-à-dire, on va dire 1%, quand on avait la chance 3% ou 4%, mais très souvent, il y a les assureurs vie, par exemple, ils versent du 0,5 ou du 1%. Sur un marché qui, sur une année, a gagné 20%, vous recevez du 0,5 ou du 1% sur votre épargne vieillesse. Bref, sur nos caisses de pension, on n'a pas du tout bénéficié, nous, juste en tant qu'assurés d'une caisse de pension, du deuxième pilier, on n'a pas bénéficié autant que les portefeuilles des investisseurs privés, qui eux, ils ont pris toute la hausse, moins quelques frais, oui, quelques commissions de gestion pour le gestionnaire fortune, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même gain, d'accord? Le fait qu'on ait des caisses de pension, non, ça ne nous fait pas profiter et participer de la même manière à cette hausse. Bref, c'est de nouveau une subvention des plus aisés qui a été énorme. Elle a été phénoménale, celle-là. Et même là, une des réserves, la réserve fédérale de New York ou de Dallas, je ne sais plus laquelle, elle a émis un rapport qui disait que ça favorisait les inégalités de revenus, les inégalités sociales, d'avoir mis les taux à zéro et fait du assouplissement quantitatif. Donc ça, c'est admis. Hein. Tout ça, c'est pas sujet à débat. Hein. C'est des faits. Et donc, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Des faits que beaucoup de gens ignorent. Ignorent, oui, c'est juste. Vous avez souvent affirmé ces dernières années que l'Amérique avait développé une économie de cartel et de monopole. Est-ce que c'est le cas de l'Europe aussi? Alors c'est vrai qu'en Europe aussi, il est difficile pour des petites entreprises de s'imposer. D'abord parce qu'elles ne sont pas très soutenues. Il n'y a pas des vraies politiques de soutien aux entrepreneurs, aux petits entrepreneurs, aux PME. On ne les encourage pas beaucoup à créer l'entreprise, à recevoir du crédit.
Le crédit a été faible pour les petites entreprises. Les banques ne veulent pas prendre beaucoup de risques sur l'entrepreneuriat risqué. Ensuite, fiscalement, on ne les encourage pas beaucoup non plus. Et puis, on les subventionne, en France, par exemple, on les subventionne au départ. Mais ensuite, il y a beaucoup de barrières monopolistiques à l'entrée parce que les grands groupes sont bien là, ils sont en place et eux-mêmes sont les plus subventionnés. Comme je vous disais, les entreprises du CAC 40 en France, elles ont vu leurs subventions doubler ces dernières années, là, en 15 ans. Euh, et Emmanuel Macron, il part en visite d'État, il vend ces entreprises-là. Il promeut les grandes entreprises. Donc, c'est vrai qu'il y a une difficulté aujourd'hui pour l'innovation en Allemagne, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Il n'y a pas de nouveau Google, de nouveau Facebook, de nouveau Apple qui se créent. Et on regarde toujours l'entente un peu entre les plus grands et le fait que le marché il est un peu bloqué. Aussi les réglementations qui seraient favorables à l'arrivée de nouveaux concurrents, elle est souvent bloquée par ces grandes entreprises. Et donc non, c'est pas très favorable à l'innovation, à la concurrence et à l'arrivée de nouveaux acteurs. Vous dites aussi quelque chose qui surprend parfois peut-être certaines personnes en lien avec les paradis fiscaux. On a tendance à dire qu'ils ont récemment, ces dernières années, amélioré leur transparence, qu'ils ont coopéré avec les normes fiscales internationales. Vous dites que la transparence, elle n'est pas encore suffisante, qu'il y a certains paradis fiscaux qui peuvent passer à côté de tout ça et qui restent opaques fiscalement. Est-ce que vous pourriez développer un peu ? Oui, alors là aussi, on est dans un système un peu de rapport de force finalement, où en géopolitique, finalement, c'est les plus grandes puissances qui peuvent s'octroyer le plus d'impunité. Par exemple, dans l'évasion fiscale. Alors, au moment de 2009, quand le secret bancaire suisse a été démoli par les États-Unis et la France et l'Union européenne, on a dit oui, maintenant tout le monde va échanger des informations, il n'y a pas de problème, etc. Mais on a très vite réalisé qu'aux États-Unis, par exemple, il y avait des paradis fiscaux. Il y a plusieurs États qui restent très opaques. Il y a des structures de société où on n'oblige pas à divulguer qui est derrière. Et donc, les États-Unis, ils ont la Floride, le Dakota, le Wyoming, le Delaware, etc., qui restent des États où on peut encore créer des sociétés écrans. On ne sait pas vraiment qui est derrière. Et celles-ci peuvent ouvrir des comptes dans des banques. Et ces banques américaines n'ont pas demandé vraiment de renseignements. Et ça s'est fait en toute impunité. C'est-à-dire que les États-Unis, ils vont embêter la Suisse parce qu'elle avait des clients américains qui évadaient le fisc. Mais eux-mêmes, ils accueillent des fonds brésiliens, mexicains, argentins, etc. Et les pays latino-américains qui veulent mettre les États-Unis sur liste noire ou les obliger à ne pas accueillir les fonds des évadés fiscaux latino-américains, ils ne peuvent rien faire parce que c'est des rapports de force. Donc aujourd'hui, il n'est pas faux de dire que le plus grand paradis fiscal du monde, c'est les États-Unis. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui. Vous avez souvent recommandé, je vais vous demander un petit conseil financier maintenant, vous avez souvent recommandé, dans une interview que j'ai vue dernièrement en tout cas, vous recommandez aux jeunes d'investir dans l'immobilier plutôt que dans les crypto-monnaies ou autres biens numériques. J'ai l'impression, en tout cas en tant que plus ou moins jeune, que c'est difficile aujourd'hui d'investir dans des biens immobiliers, dans de la pierre qui soit abordable. Comment est-ce que les jeunes doivent repenser la sécurité financière dans cette situation ? Oui, je suis d'accord avec vous. En fait, les jeunes aujourd'hui, l'accès à la propriété immobilière en Suisse, par exemple, est très difficile parce que les banques ne vont pas leur octroyer facilement du crédit. Elles sont devenues très exigeantes. Elles exigent des revenus très élevés pour accorder des crédits qui ne sont pas si élevés que ça. Et donc, finalement, les conditions ont rarement été aussi strictes qu'aujourd'hui. Et les taux hypothécaires sont montés en plus. Donc, j'avoue qu'il faut pour ça avoir une épargne, un héritage, une avance sur héritage pour investir dans l'immobilier. Une fois qu'on est dedans, on est en sécurité. Mais il faut déjà avoir la mise de fonds pour ça. Si on est jeune et qu'on veut investir, on doit prendre un peu de risque. Alors, c'est vrai que si on va dans les crypto-monnaies, par exemple, là, cette année, leur prix est passé de 30 000 à 40 000. Beaucoup de gens s'en réjouissent beaucoup. Mais il aurait aussi pu prendre la direction inverse, honnêtement. Je veux dire, c'est tellement imprévisible. Le Bitcoin était... Je parlais du prix du Bitcoin, là. Le prix du Bitcoin était à 70 000 il y a 2 ans. Il est descendu à 20 000. Ensuite, il est remonté à 30 000. Maintenant, il est à 40 000. Parfois, il redescend encore à 30 000.
c'est tellement fluctuant et ça repose tellement sur peu de choses probantes finalement que même si je suis jeune, ce que je devrais faire, c'est quand même répartir. Admettons que j'ai reçu 3 000 francs comme ça à investir. Il faut mettre que 1 000 francs dans le Bitcoin et les 2 000 francs qui restent, il faut les mettre dans autre chose, quoi. Il faut essayer de répartir parce que là, sinon, c'est trop imprévisible. C'est une volatilité, il y a aucune sécurité dans ces. Il y eut un temps où on pouvait investir en obligations et gagner un coupon de 2% ou de 4%, suivant les obligations qu'on allait. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Mais disons que si on n'a pas beaucoup de moyens et on veut acheter quelque chose, on peut acheter soit une obligation d'entreprise qui paye un coupon raisonnable, et une entreprise, si possible, qui ne risque pas de faire faillite le mois prochain, par exemple, et qui paye un intérêt raisonnable. C'est des taux fixes. Soit on achète des ETF. Les ETF, c'est quoi? C'est des certificats qui représentent un panier d'investissement. Donc, par exemple, à la Bourse suisse, vous trouvez des ETF sur de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un panier avec plein d'entreprises d'intelligence artificielle de partout dans le monde, américaines, japonaises, chinoises. Vous essayez de trouver un ETF qui contient une variété de sociétés, pas toutes aux États-Unis, pas toutes en Chine, mais une bonne diversité. Bonne diversité. Dans l'IA, c'est intéressant. Et puis, vous ne misez pas sur une seule action, parce que tout le monde est allé acheter Nvidia, par exemple. Nvidia, c'était vraiment le grand gagnant de l'intelligence artificielle. Et puis Microsoft, on en a de nouveau racheté parce qu'ils sont très liés avec ChatGPT. Mais il ne faut pas miser sur un seul titre. Vous prenez des ETF parce que c'est bon marché, vous pouvez les revendre facilement et c'est un panier assez varié. Vous pouvez acheter sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur différentes autres technologies. Vous pouvez acheter sur des géographies. Vous pouvez vous dire, moi, je pense que les BRICS, par exemple, Brésil, Chine, Inde, Russie, Afrique du Sud et d'autres pays, là, vont connaître une forte croissance. Vous voulez vous exposer à ces marchés parce qu'on n'y investit pas assez. Donc, il y a un potentiel. Alors que les États-Unis et l'Europe, on y investit énormément. Tous les investisseurs sont dedans, tous les fonds sont dedans. C'est déjà très haut, ça monte depuis des années. Comme je vous ai dit, à cause des banques centrales, ça a été surgonflé. Non, ce qu'il faut, c'est aller maintenant dans des marchés émergents qui n'ont pas été autant investis. Un panier, un ETF qui est sur des pays émergents, qui inclut des choses comme le Mexique, la Turquie, l'Inde, le Brésil. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà, des géographies différentes et des technologies qui sont encore très prometteuses comme l'intelligence artificielle. Ça peut être des bonnes idées, mais sous forme d'un ETF qu'on peut acheter et vendre facilement à des prix d'entrée, qui peuvent être de 100 francs, qui sont plus raisonnables. Diversifier en tout cas au maximum les capitaux. Oui, exactement. Merci beaucoup alors pour ce dernier conseil financier et merci pour cet entretien. C'est un plaisir. Et puis bien, j'espère à une prochaine fois pour une interview de pour NTD. Volontiers.